va enchaîner directement, car on a pris du retard, sur la table ronde numéro 4, puisque, en effet, quelles sont les compétences pour se lancer, en tout cas pour entreprendre? C'est le sujet de la table ronde. Quelles sont les compétences requises pour entreprendre? Faut-il se lancer seul et avec qui? C'est exactement la question qu'on vient juste d'aborder. On vous propose une table ronde avec Éric Buchy, Stéphane Pétou, ou Petou, excusez-moi si j'ai mal prononcé le nom de famille, Frédéric Lemoigne, Isabelle Bourguin, Christophe Guinbeau et Magali Penaud. Je vous invite à récupérer un micro et à venir sur scène, à vous installer. Voilà. Les micros vont s'allumer dans pas trop longtemps. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vois qu'il y a un batch aussi de personnes très intéressées qui viennent de rentrer dans la pièce. Rentrez, je vous en prie. Je vous laisse animer cette session pour les 30 prochaines minutes. Je vous remercie et à tout à l'heure. Merci. Comme tu veux. On n'a pas... Bonjour à tous, je suis Christophe Guinbeau, donc DevUp Centre Val-de-Loire. Je m'occupe d'innovation donc au niveau régional. Je vais animer cet atelier avec Magali Penaud, donc conseillère création reprise à la Chambre de commerce de Touraine. Donc on va aborder un sujet cet après-midi qui est plein de clichés, c'est les compétences requises pour entreprendre. Alors quand je parle de clichés, on a bien rigolé avec les témoins quand on s'est préparé. Alors je vous en mets quelques-uns. Pour éviter les soucis, il faut y aller seul et surtout pas avec des proches. Okay, il faut parer à tout pour se constituer. Donc il faut se constituer du coup une team d'associés complémentaires. Donc deuxième cliché. Et enfin, il faut se concentrer sur la technique et sous-traiter le reste. Bon. Alors vrai ou faux? Alors j'ai des bavards, donc je vais les présenter. On gagnera quelques minutes précieuses et on pourra discuter plus longtemps. On accueille d'abord Éric Buchy, pharmacien, docteur en pharmacotechnie, directeur général, cofondateur avec Gérald Chomat qui est parti des laboratoires érigés, entreprise spécialisée dans la conception et la vente de matières premières à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques, alimentaires et plein d'autres choses. Ensuite, nous accueillons là-bas Isabelle Bourguin, docteur en immunologie, CEO, cofondatrice avec 4 autres associés, de Spydiag, donc entreprise créée en février 2020. L'entreprise développe des solutions de diagnostic thérapeutique et thérapeutiques pour notamment le virus BK, qui permet d'anticiper les rejets des greffes rénales. Et enfin, un duo. Stéphane Petou, docteur en chimie inorganique et directeur de recherche INSERM au CNRS, et Frédéric Lemoigne, un entrepreneur récidiviste que j'ai noté, qui est maintenant CEO de VioWaves. Ils sont 6 associés dans cette start-up qui vient tout juste d'être créée. Il en avait oublié. Non, il y en a un autre qui ViewWave et ViewWave, mais au point. Des molécules fluorescentes pour faciliter la chirurgie des tumeurs cancéreuses. Les pitchs sont bons. Je pense que tout le monde a presque compris ce que vous faites. Première question, faut-il se lancer seul? Alors, déjà, il y a un premier constat. Vous êtes tous en équipe, donc personne n'est seul. Et finalement, c'était le hasard ou c'était une nécessité? Et puis, qui c'est qui veut commencer? On n'a pas donné d'ordre, mais... Allez, Isabelle. Alors, c'était tout d'abord une nécessité parce que, à l'époque où on a créé Spydiag, les scientifiques qui étaient donc académiques ne pouvaient pas donc être CEO d'une start-up quelconque. Et puis, ça a été aussi quand même une opportunité aussi, parce que moi, étant scientifique et donc étant un peu en retrait depuis quelques années, ça m'a permis donc de rebondir et de mettre mes compétences donc au service de ce beau projet de start-up. Et donc, on s'est associé avec
4 autres associés, c'est-à-dire les 3 scientifiques qui étaient à l'origine du projet, ainsi que une personne extérieure qui était plus spécialisée dans tout ce qui était entrepreneurial et développement de start-up innovantes. Voilà. Donc vous êtes 4, de quelle nature? Donc c'est des scientifiques. Oui. Comment vous êtes partagé les rôles? Partager les rôles, ben en fait, ça s'est fait tout seul puisque les scientifiques, donc eux, participent donc au développement du produit. Et en fait, les scientifiques sont basés, deux à l'université de Tours et un à l'université d'Amiens, et ils sont complémentaires puisque il y en a une équipe de Tours est spécialisée dans tout ce qui est anticorps, et l'équipe d'Amiens, et enfin la personne qui est à Amiens est plus au contact des patients transplantés rénaux, et donc il y a accès donc à tout ce qui est néphrologue et tout ce qui est échantillon de patients, et donc plus hospitalier, disons. Quand autrement, donc moi, étant CEO, je participe, et étant aussi docteur en immunologie, donc je peux participer aux discussions de l'équipe. Et donc tout ce qui est entrepreneurial a été plus dédié à l'autre associé qui est donc spécialisé dans tout ce qui est financement et de start-up, et voilà. Alors, j'ai une question que je suis obligé de vous la poser. On dit qu'il ne faut pas s'associer avec des proches. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas moi qui va vous dire c'est pas moi qui va vous dire le contraire, puisque un des scientifiques des associés est mon mari, donc je ne vais pas vous dire que c'est pas bien. Bon, contre-exemple. Merci. Eric, peut-être? Un projet comme ça, surtout Deep Tech, c'est au départ de la technique, mais c'est pas que ça. Il y a aussi du commercial, du marketing, du financier, et donc du coup, c'est très difficile, je pense, de faire tout seul. Et donc, c'est important d'avoir plusieurs personnes qui peuvent prendre les différents rôles et de bien s'entourer. Ça, pour moi, c'est essentiel. Nous, personnellement, on a commencé à 5 associés. Donc, moi qui suis plutôt technique, mon associé principal qui est plutôt commercial. Après, on avait un financier donc, qui est trader à Londres, qui nous a permis de récupérer pas mal de sous chez ses copains. Et puis, ce qui n'est pas anecdotique. Exactement. Et mes 2 directeurs de postdoc, quand j'ai fait la découverte à Tours, donc, qui sont Émilie et Igor. Donc, je pense que c'est très difficile vraiment de faire tout seul. On peut commencer tout seul, mais il faut rapidement s'entourer. Ça, c'est clair pour moi. Et quand vous dites entourer, c'est interne ou externe? Les deux. Je pense il faut avoir de la compétence en interne et aussi en externe, parce que il faut un bon expert comptable, un bon avocat. Il y a beaucoup de choses, comme je l'ai expliqué au tout début, c'est vraiment complexe une société. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de bien s'entourer sur tous ces aspects-là, quoi. Même question que j'ai posée, en fait. Vous êtes donc plusieurs. Vous êtes partagé les rôles? Parce que j'ai bien compris que vous étiez sur la technique, mais pas votre associé. Donc il y a eu un partage, il y a eu... Ça s'est fait plutôt naturellement. J'allais pas m'occuper du commercial et Gérald de la technique. C'est pour ça qu'il a quitté le labo il y a 30 ans. Mais ça s'est fait plutôt naturellement. Moi, je me suis plutôt occupé vraiment de la partie technique et puis de la partie aussi stratégie financière pour développer l'activité. Et Gérald, lui, s'est surtout concentré sur la partie commerciale et administrative et relations avec les banques. Donc ça s'est fait plutôt assez facilement. Et un de nos associés, donc, qui est trader à Londres, s'est occupé, lui, de nous trouver des investisseurs au départ. Ce qui était facile pour lui. Donc c'était facile. Je vous donne la parole. Yes. Eh ben nous, par essence complémentaire, les 4 scientifiques, dès le départ, collaborent sur des champs de sciences complémentaires pour réussir à faire ensemble un truc génial. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'en fais pas partie. Donc, il y en a 2 au CNRS d'Orléans, Stéphane et une de ses collègues, un autre à l'Université d'Orléans.
qui est plutôt en chimie organique, et un autre à l'université du Michigan. Donc ils collaborent depuis un paquet de temps. Ils ont inventé des trucs géniaux, des molécules qui sont les plus fluorescentes au monde. Voilà. Et ils avaient envie de valoriser ça. Donc ils ont cherché un CEO, puis moi je suis arrivé presque par hasard. Non, ils ont vraiment cherché. Il y avait de la lumière, du coup. C'était brillant. Et grâce à OVLT, donc l'accompagnement Deep Tech d'Orléans, ils ont cherché un CEO, puis ils m'ont trouvé. Voilà, c'est tout. Par les réseaux locaux, on s'est trouvé comme ça. Et puis en fait, eux font la science et moi je fais tout le reste pour l'instant. Et on a l'Université d'Orléans comme 6e actionnaire qui arrive bientôt au capital, et l'Université du Michigan comme 7e actionnaire. Et pour l'instant, on n'en a pas d'autres. Et il n'y a pas de salariés. Notre start-up est naissante. Juridiquement, elle a même 2 semaines. Donc voilà, on a déposé les statuts le 14 mars. C'est frais. Du coup, est-ce que du coup, il y a comment vous intervenez dans l'entreprise en tant que chercheur? Alors nous, on intervient au niveau du conseil scientifique. C'est comme ça qu'on va en fait continuer à accompagner notre bébé, parce qu'effectivement à la base on est 4 scientifiques. On avait cette volonté, c'est l'aventure humaine pour faire avancer des découvertes qui sont assez exceptionnelles. Il y a une rupture de technologie. Et on a eu la chance via en fait l'atelier Spark qui nous avait justement permis d'aller de l'avant et de trouver la personne qui nous manquait en la personne de Frédéric, avec qui ça se passe très très bien. Et ça, c'était important, c'était de trouver la personne avec les bonnes capacités de business développement et avec qui on puisse interagir, qu'on puisse bien interagir facilement. Et bon, ça c'était aussi c'est l'autre aspect humain qui est important. Donc pour la suite, là, on va continuer à accompagner notre bébé sous forme on va mettre 20% de notre temps en concours scientifique dans l'entreprise, parce qu'on peut pas lâcher en fait nos activités de recherche du quotidien. Bon, enfin moi je dirige un groupe de recherche et un département, je peux pas lâcher pour c'est difficile en fait. Donc là il y a concilier les deux, ça devient oui, on peut pas faire les deux, ça c'est sûr, on peut pas faire les deux en même temps. Donc soit on bascule à 100% sur l'aventure entrepreneuriale, ça c'est une des possibilités qui existent aujourd'hui avec la loi Pacte, mais concrètement, voilà, en même temps, moi j'ai quand même pas assez même si c'est la 2e start-up que je crée, j'ai quand même pas assez de capacité de business développement. Alors finalement, vous n'étiez pas du tout proches, vous vous êtes rencontrés. Vous avez éprouvé cette relation comment? Parce que bien souvent, je dis qu'il faut mettre un peu de stress dans les relations au départ pour vérifier si ça match ou pas. On a bossé ensemble pendant 1 an quand même. En fait, on s'est rencontrés en janvier. Moi, j'ai une double activité. À côté, j'ai de quoi vivre et pas mal de temps libre du fait de ma vie pro d'avant. Et donc, on a bossé ensemble pour voir, et c'est la question 2, hein, c'est ça, pour voir si on pouvait supporter ou en tout cas s'apprécier. Supporter ou s'apprécier, c'est pas mal. Voilà, et se mettre à l'épreuve. Non, j'aime bien. C'est voilà, voir si on fit ensemble, si on marche ensemble. C'est ça qui a fait qu'on a attendu avant de déposer les statuts, et puis aussi quelques modalités juridiques d'accord de licence, notamment grâce à Cevalo que nous avons négocié avec l'Université d'Orléans et qui ont pris du temps, mais ça a aussi été pour nous un vrai temps de maturation humaine. Alors du coup, merci. On a bien compris que du coup, c'était très important de bien s'entourer. Et du coup, ce qu'on aimerait savoir, c'est maintenant, quelles sont les compétences à avoir pour être un entrepreneur, ou en tout cas pour entreprendre. Qui commence? Est-ce que Eric Vaste sujet. Déjà, je pense qu'il faut de la motivation. Ça, c'est clair. C'est vraiment le facteur principal. Je pense qu'il faut être un gros bosseur aussi, parce que moi j'étais chercheur avant, donc on arrive, il y a plein de sujets qu'on ne connaît pas, donc on s'attaque en permanence à du nouveau, et du coup ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, et c'est vrai que c'est très prenant. Je pense que c'est vraiment la qualité principale, et puis après faut laisser faire un peu la vie de la société, bien s'entourer, et je dirais que le reste se fait un peu tout seul. Faut un bon relationnel, parce que d'avoir du réseau, c'est extrêmement important dans des projets comme ça. Ne serait-ce que pour trouver des partenaires internes, externes, des actionnaires, des investisseurs. Voilà, je pense que ça, c'est très important. C'est les 2 qualités pour moi principales pour être entrepreneur.
Et est-ce qu'il y a des compétences ou des qualités que vous avez développées justement au fur et à mesure de cette aventure ? Les relations sociales. Je n'étais pas forcément très à l'aise là-dedans au départ, mais mon associé, qui a un profil commercial, m'a appris beaucoup de choses sur le sujet en me racontant tout un tas d'anecdotes où il est resté tout seul avec une flûte de champagne pendant des congrès, des salons au tout départ. Et donc c'est vrai que en entendant ça, et puis il m'a mis super à l'aise sur tout un tas de sujets. Et du coup, j'ai beaucoup appris sur ce sujet-là, quoi. Merci. Isabelle, du coup, est-ce que... Même question. Écoutez, par rapport à ce que vient de dire monsieur, moi, je rajouterais aussi qu'il faut de la curiosité et de la ténacité. Et donc, les compétences, c'est important, bien sûr, mais les qualités aussi. Et les compétences, on peut les acquérir au fur et à mesure, sur le tas et au fur et à mesure de l'entreprise. Et particulièrement, là, en région centre, on peut dire qu'on est quand même bien entouré avec des systèmes d'accompagnement tels que justement le programme Spark, que j'ai suivi d'ailleurs, qui est financé donc par la région centre, et puis Cévalo et voilà, et aussi par le programme donc tremplin de BPI qui finalement nous apporte beaucoup beaucoup de vues sur en plus l'entreprise et sur la façon de gérer son entreprise et la façon de financer, voilà. Et on a eu l'avantage de faire un beau business plan canvas. Et donc, du coup, il y a des compétences, on va dire, il y a peut-être de l'inné, il y a des choses qu'on peut acquérir. Qu'on peut acquérir, voilà, au fur et à mesure de l'entreprise. Est-ce que Stéphane, la même vision est partagée ou est-ce qu'il y a des compétences à ajouter ? Alors moi, il faut être persistant. Il faut avoir beaucoup de patience et de la ténacité. Alors ça, je rejoins à 100% l'avis de ma collègue. Ce qui est particulier, en tant que scientifique, on est patient, on est habitué à ce que la recherche progresse à son rythme. Quand on passe à l'entrepreneuriat, on a envie que ça aille plus vite en fait. Donc et en même temps, on est dans un monde où on est moins habitué. Enfin, ça, c'était mon ressenti. Donc, il faut s'y retrouver. Alors, effectivement, on est très, très aidé en région centre. Et là aussi, je suis en total accord avec ce qui a déjà été dit. Mais c'est ça, c'est continuer à être patient, résilient, attendre prendre la patience que la bonne opportunité se passe, de rencontrer Frédéric au moment où on a besoin de lui pour affiner nos réflexions sur le business. C'est un élément clé. Donc c'est ça, c'est de la persistance, ne pas se décourager et garder en fait en tête la flamme l'excitation qu'il y a en fait à faire passer de l'invention académique au monde du réel, parce que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui est important. Mais ça demande une patience qui est différente que celle qu'on a d'habitude pour nos travaux scientifiques. Merci. Le mot de la fin. Oui, il y a un proverbe africain, je crois, qui dit que tout seul on va vite, mais qu'ensemble on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Nous, on va vraiment loin déjà parce qu'on est nombreux dans l'équipe. C'est vrai qu'on est aussi très entourés. C'est vrai que Cévalo nous a beaucoup aidé. Orléans Val-de-Loire Technopole, avec la convention TT Booster qu'on a avec eux, nous a beaucoup aidé. La BPI France nous aide beaucoup. Donc tout le réseau local nous aide énormément. Et aussi tout le réseau d'experts, métiers, techniques, qu'on a fait bosser, notamment grâce à la première bourse French Tech qu'on a obtenue, parce que c'est vrai qu'il faut les payer quand même. C'est hyper important. C'est hyper important d'être bien entouré sur le juridique, sur la propriété intellectuelle, sur tout ça. Enfin, il y a plein de sujets où moi je connaissais plein de choses de mes expériences d'avant, mais en fait je connaissais rien. Voilà. J'ai découvert des milliards de trucs et j'avais besoin d'être formé, accompagné, etc. C'est hyper important d'être vraiment entouré, de ne pas être tout seul, d'être connecté à plein de monde. Voilà, ça c'est pour le réseau, quoi. Ensuite, pour les compétences, c'est la vie d'une start-up comme ça. Moi, ça fait qu'1 an et demi que je suis dedans, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression de faire 10 Paris-Dakar en même temps, quoi. Et c'est compliqué parce que j'ai un pied là, j'ai une main là. Il faut donner envie. Ouais.
Ouais, mais Paris-Dakar, c'est cool. C'est excitant, c'est magique. Sauf C'est quand tu l'aventure. casses à Mâcon, quoi. C'est l'aventure, ouais. C'est con. Et il faut pas casser, faut pas perdre de sujet, faut pas se planter, faut pas. Mais on se plante quand même. Mais on apprend. Voilà, moi je me suis planté déjà en 1 an. Je me suis trompé plusieurs fois déjà, mais on apprend beaucoup. Ouais, il faut être résilient, c'est-à-dire l'aventure, c'est quand même une espèce de tôle ondulée où des fois, ça a été dit plusieurs fois, hein, ce matin, ça va et puis boum, ça va plus et puis ça monte, ça descend. Alors quand tu croises un trader de Londres, ça va beaucoup mieux, mais bon, il faut contacter une centaine de fonds pour qu'il y en ait un qui te dise oui, quoi. C'est la pêche à la ligne, hein. Donc c'est chaud, hein. Ça mord pas très vite quand même, hein. Non, mais je rejoins parfaitement ce que tu dis. Je pense que faut être résilient, c'est totalement vrai, et pas avoir peur de ses hauts et ses bas, et puis de se prendre un mur de temps en temps. Ça fait du bien aussi, hein. Des fois, ça remet un peu l'église au milieu du village et ça permet aussi de progresser. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'affronter des sujets qui sont au départ inconnus. Tu as parlé de la propriété intellectuelle, moi je connaissais vaguement. En fait, quand on a une société basée sur de la recherche, la propriété intellectuelle, c'est un élément clé, hein, d'une société, donc ça nécessite quand même de s'y mettre, parce que même si on est bien entouré avec des prestataires qui peuvent être aussi bons qu'on veut, c'est quand même important de comprendre, parce que comme nous, on est au cœur en tant que dirigeant de la gestion de la société et puis de la stratégie. Si on n'arrive pas un minimum à comprendre ça, c'est très difficile après de suivre ça, puis de reporter ça sur la R&D, sur le financier. Non, faut pas avoir peur de se planter, puis de pas savoir au départ. Je pense que ça, c'est hyper important. J'ai le droit de rebondir là ? Vas-y. Est-ce que je suis bavard ? Mais un truc qui est difficile dans ce Je que l'ai dit au départ, donc ça marche. Dans ce que tu viens de dire, c'est que souvent on entend tout et son contraire. Du réseau qui nous entoure, hein, à la fois institutionnel et privé de conseils, il y en a qui te disent A et l'autre qui te dit non, mais il faut absolument faire Z. Et puis le troisième, tu lui demandes, il te dit rouge avec des points verts. Et là, tu fais putain, il me parle de quoi là ? Et donc, ouais, c'est chaud des fois, hein, et il faut réussir là-dedans à faire le tri, en fait, se faire confiance à soi-même, qui est juste pas évident des fois non plus. C'est ça, faut y aller en fait. Il y a un moment, comme tu as dit, on entend vraiment tout et son contraire. Nous, on a fait exactement ce qu'on nous a pas dit de faire. Ce qu'on nous a dit de faire, on a fait exactement le contraire, pardon. Et donc, moi, je pense que faut se faire confiance aussi à un moment. Faut beaucoup se cultiver, je pense, sur tous ces aspects-là. Et puis après, faut y aller. Hein, tant pis, on verra bien ce qui se passe, tout en sachant que c'est toujours possible de rebondir après, quoi. Vendredi, j'étais avec des chercheurs de Valorem, donc management et de l'innovation. Je pense qu'ils m'ont dit des choses super intéressantes. C'était sur les. En fait, c'est un peu la synthèse de ce que vous disiez. C'est qu'on parle de compétences, mais on a surtout mis en avant des qualités, des soft skills. Et je pense que vous êtes vous témoignez parfaitement de tout ça. Et dans ces soft skills, il y en a une finalement qui m'a marqué vendredi, c'est la tolérance à l'ambiguïté. Et finalement, c'est ton témoignage, hein, complètement. Tu as un haut degré de tolérance à l'ambiguïté. C'est vrai ? Je sais pas. Non, j'ai pas trop de tolérance à l'ambiguïté. Non, je sais pas trop quoi dire à ça, parce que je pense qu'on peut pas être ambigu quand on est dirigeant d'entreprise, c'est pas possible. Mais faire avec. Ouais, on est obligé de faire avec, mais je pense que faut quand même trancher dans certains choix, c'est obligatoire. Parce que sinon, on n'avance jamais, on passe trop de temps à se questionner. Et finalement, toutes les expériences qu'on a, même si c'est des échecs ou pas, ça permet de construire justement une société. Donc, on parle de sociétés à très haute valeur ajoutée qui vont faire peut-être du chiffre d'affaires et de la rentabilité dans 10 ans à cet horizon-là. Donc, c'est important d'y aller et puis justement de ne pas rentrer dans cette ambiguïté. Et puis, on fonce et puis on verra bien après ce qui se passe. Et puis, d'apprendre des erreurs qui ont été faites et d'essayer de ne pas les reproduire. Je pense que c'est ça le principal. Donc du coup, si on résume, il faut oser, il faut être curieux, il faut être persévérant, il faut avoir un réseau aussi. Je pense qu'on cite là les principales. Ouais, tout ça, mais aussi tout ça, ça s'apprend en vrai. C'est-à-dire que moi, je suis pas trop de l'école de ceux qui disent que c'est inné. Parce que moi, si on m'avait dit, si quelqu'un m'avait dit à 25 ans, tu feras ça dans X années, j'aurais dit, tu connes ou quoi. J'étais plutôt timide, j'étais en école d'ingé à faire de l'optoélectronique, j'aurais jamais cru, quoi. Jamais. Et en fait, l'entreprise, c'est quand même un lieu où on apprend, on se développe, où on grandit. C'est aussi une des vocations de l'entreprise. Et moi, j'ai appris énormément, des trucs que j'aurais pas cru que j'étais capable d'apprendre.
Et par exemple, un truc que moi, l'ingénieur, j'ai appris, c'est la sérendipité. Voilà. Je suis un sérendipiteux. La sérendipité, c'est... En fait, le chemin, c'est comme en voile, on le fait en avançant et en adaptant en permanence la route, hein, et même le cap, et on fait des virements de bord qu'on n'avait pas prévu de faire, et on va à un endroit où on n'avait pas prévu d'aller, et il n'y a pas de route tracée, quoi. Et ça, il faut l'accepter. C'est un peu difficile parfois, c'est une espèce de précarité, où on se dit, bah, je pense que je vais aller là, mais en fait, peut-être que non. Et voilà, faut pas être trop cartésien non plus, quand même. Il faut en avoir un peu, mais pas trop, quoi. Bien, merci pour tous ces échanges. Je pense qu'on a donné matière, en tout cas, à cette table ronde à réflexion. Du coup, ce que je propose à l'Assemblée, c'est que nos témoins sont disponibles si vous avez des questions à leur adresser ou envie de partager des choses. Ben, je vous en prie. Ça va venir. Si, c'est bon, merci. Thierry Payot, je suis en fait au réseau The Place by CC, partenaire de l'événement. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans vos témoignages, c'est la violence que vous êtes faite à faire de l'entrepreneuriat. On a l'impression qu'entre la recherche et l'entrepreneuriat, c'est absolument incompatible. Or, il y a bien d'autres pays qui le font depuis très longtemps. Et finalement, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation aujourd'hui dans nos écoles doctorales, dans nos écoles d'ingénieurs? Est-ce qu'on fait assez d'acculturation à l'entrepreneuriat? Parce que je vois que c'est encore compliqué. Même moi, il y a 15 ans, j'étais au CNRS aussi. Je suis dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est pas impossible, mais je vois que c'est encore long à se mettre en place. Donc, est-ce qu'il y a un problème de formation dans les écoles doctorales aujourd'hui? Est-ce qu'on forme suffisamment les gens à l'entrepreneuriat? Voilà, c'est quand même une question de fond, hein. Je pense qu'avant tout, c'est une mentalité. Enfin, quand on fait une thèse, c'est avant tout pour faire de la recherche quand même. C'est avant tout pour étudier un sujet. C'est pas forcément pour se lancer derrière sur une création d'entreprise. Donc, à chaque étape de sa vie, je pense que c'est plus une mentalité française globale que réellement un problème d'école doctorale. Moi, je ne crois pas trop, en fait. Au contraire, les chercheurs avec qui je bosse, ils vont dans plein de sujets en parallèle et dans tous les sens. Et ils sont très sérendipiteux aussi, eux. Et peut-être que moi, ingénieur de ma belle école d'ingé, j'étais vraiment ultra cartésien et pas aussi fait que je pensais l'être pour le monde de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat multi-Paris-Dakar, quoi. Ouais, on se ressemble en fait vachement dans la vraie vie. Enfin, dans les échanges qu'on a, Ouais. Stéphane. Ouais, non, tout à fait. Je crois qu'on Sauf que tu es suisse quand même. Ça, oui, c'est ça, c'est ça. Alors moi, c'est vrai que bon, j'ai pas fait ma thèse en France, j'ai pas fait ma thèse donc je peux pas être trop. Enfin, je suis pas la meilleure personne à interroger. Et puis tu as vécu aussi 10 ans aux États-Unis. Et j'ai commencé ma carrière académique dans une grosse fac américaine. J'ai fait une start-up en Californie. Je crois que c'est plutôt un état d'esprit, effectivement. Alors effectivement, je suis pas sûr que ça s'apprenne par une formation. Je suis pas sûr que la formation en France, elle soit différente ou meilleure ou moins bonne, hein. Je pense que voilà, enfin là, les thésards que j'ai eu en France par rapport aux thésards américains, bah ils ont les deux en fait, je trouve, enfin terminé avec les mêmes compétences. Que ce soit entrepreneurial ou que ce soit bon, c'est que j'ai moins de recul avec les docteurs en français parce qu'il y en a eu moins parce que je suis pas là depuis si longtemps que ça. Mais non, je pense pas que ce soit un problème qui est lié. Je pense que enfin le message de Frédéric était ouais, le bon. Je pense aussi que si violence il y a, c'est peut-être d'abandonner leur recherche adorée. Et ça, ils la kiffent tellement, leurs paillasses, leurs bouquins, leurs ordis, leurs trucs. Ils aiment tellement aller chercher dans tous les sens plein de trucs dans le monde entier que se concentrer sur un truc pour une start-up, c'est pas tout à fait natif quand même pour eux. C'est là où faut, enfin, et c'est là où les formations sont importantes pour qu'on apprenne effectivement à mieux se focaliser. C'est pour ça qu'il faut faire les deux, en fait. Il faut continuer la recherche et fonder une entreprise, si c'est possible. Donc c'est bon, on peut... Une question supplémentaire. Y a-t-il des questions supplémentaires ici ou en ligne?
Nous, on est orléanais, donc on prend volontiers les questions d'Orléans, parce qu'il y avait plein de questions d'Orléans. Ça demande en régie, ok. C'est bon. Bah, écoutez, merci à tous. Et puis on va rendre la parole, tout simplement.